Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Le pas de 2 continue, cette fois-ci c'est 0,7% à la hausse. Hier on a connu une baisse de 1,7% et l'accélération baissière n'a pas eu lieu, puisqu'encore une fois on rebondit de manière assez convaincante avec 0,7% jusqu'à 1% en séance et toujours la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, je vous montre le graphique trimestriel mensuel, parce que ça permet quand même de cadrer les choses. Vous voyez, on en est toujours au même point, à savoir que tant que l'aggravation de la situation n'amène pas une cassure ni du support mensuel en fin de mois, ni du support trimestriel en fin de trimestre, il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse aller plus bas. Les supports et les résistances sont quand même statistiquement là pour être respectés. Donc du coup, on attend fébrilement le 31 mai pour acter ou pas la résistance de cette zone rouge des 65,20, 63,80, et pour l'instant, encore une fois, l'opposition se fait entre ces zones. Je reviens sur mes données journalières. Ça vous permet également de voir que finalement, toute cette zone ici, qui semble être une activité cruciale, n'est que la mèche que l'on a vue précédemment sur les données mensuelles et qui ont acté finalement la force des supports, puisqu'on a bien clôturé, vous venez de le voir, au-dessus des supports. Alors, on a une sorte d'oblique ici, dont l'efficacité est assez difficile à déterminer compte tenu des passages par-delà. Alors, j'en profite pour vous montrer comment je trace à titre personnel les obliques, parce que ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Il n'y a pas de vérité, ok? Chacun a ses petits secrets de fabrication, ou alors vous décidez d'être complètement orthodoxe. Théoriquement, une oblique n'a pas de légitimité avant 3 points de contact. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a d'autres problèmes. C'est celui du traçage, parce qu'il est rare que ce soit chirurgical. N'oubliez pas que les courses, c'est le résultat de l'agrégation de millions d'opérations. Il suffit d'une opération dans le mauvais sens pour avoir quelque chose qui risque de malmener votre oblique, au moins provisoirement. Si vous tracez votre oblique comme ça, vous voyez bien que le problème, c'est que vous allez avoir ici un contact qui ne se fait pas. Donc, est-ce que vous n'avez pas vos 3 points classiques de contact? Maintenant, si vous tracez votre oblique un peu différemment, comme ça, pour aller chercher un 3e contact, vous vous rendez compte que vous avez un truc tout pourri ici, qui correspond clairement à une fausse cassure. Alors, une fausse cassure, ça n'a rien de grave en tant que tel, mais ça malmène l'idée d'une oblique propre comme ça, bien tracée, puisque par définition, elle n'a pas fonctionné ici. Alors voilà comment, à titre personnel, je m'y prends. Ce n'est absolument pas un conseil, c'est ainsi que je fais. J'essaye de prendre le sommet du premier point, pas la clôture, le sommet, donc le plus haut, le plus bas de ce qui a été obtenu pour faire le premier point. Et après, j'essaie d'avoir le maximum de points de contact sans clôture au-dessus. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir le maximum de points de contact sans qu'elle ait été invalidée, ne serait-ce qu'une seule fois. Et j'arrive à peu près à quelque chose. Donc, il faut absolument que ça se soit intégré. Voilà, je suis à ça pour l'instant. Alors maintenant, c'est une façon de faire qui n'est pas parfaite non plus, parce que vous allez voir que par exemple ici, vous n'avez pas le point de contact. Mais il faut toujours partir du principe que l'analyse technique fonctionne parce qu'elle est autoréalisatrice essentiellement. Tout le monde utilise maintenant l'analyse technique et donc tout le monde va regarder les choses de la même manière ou pas. Mais en tout cas, plus il y a de personnes qui regardent de la même manière, plus il y a de chances pour que cela fonctionne à cause des comportements moutonniers, clairement. Donc ça, c'est une façon de faire. Ou alors clairement vous décidez de prendre une autre oblique qui, elle, pour le coup, n'a pas du tout été invalidée du tout. Donc il s'agit de réajuster systématiquement en prenant les mèches, et vous avez quelque chose, voilà, comme ça. Et là, l'avantage de cette situation, c'est que, elle n'a pas été bafouée en clôture, cette oblique. Et bon, voilà, il y a une bougie qui ne l'a pas touchée, mais au moins, vous voyez, c'est propre. Mais vous n'aurez, j'allais dire jamais, ce n'est pas vrai. Vous aurez très rarement quelque chose qui fonctionne, qui est vu de la même manière par tout le monde, j'ai envie de dire. Mais là, vous avez bien vos 3 points de contact. Et ça veut dire globalement que entre cette zone-ci d'oblique et cette zone, on va dire là,
Ben ici, vous allez avoir une difficulté à passer, clairement. Lorsqu'on sera entre ces deux obliques, eh bien, vous aurez des difficultés, des mouvements vendeurs, parce que toujours pareil, mettez-vous à la place de la majorité des intervenants. Il faut qu'en gros, on ait une zone où la foule des traders voit la même chose. Donc, quand on sera à l'intérieur de cette zone comprise entre les deux obliques, c'est là qu'il y a des mouvements vendeurs qui risquent d'apparaître. Et alternativement, c'est lorsqu'on aura cassé ces deux obliques qu'on pourra éventuellement envisager que la fin de la baisse est proche pour le mouvement auquel on a assisté. Voilà, j'espère que ce point pédagogique vous aidera un petit peu, parce que je vois des obliques vraiment tracés en dépit du bon sens sur pas mal de réseaux sociaux. Et puisque on en parle, j'avais prévu également de faire, bon, il y a des signaux, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis bon, j'ai backtesté beaucoup de choses qui sont toujours actives, donc ça a moins de sens de trouver des trucs à tester aujourd'hui. J'aimerais vous montrer quelque chose qui est issu du webinaire que j'ai donné hier avec mes comparses, notamment Alexandre Baradez, le grand Alexandre Baradez que vous connaissez tous, l'intervenant sur les médias, notamment BFM TV. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Ok, vous allez comprendre le pourquoi un petit peu plus tard. J'ai comparé ce qui s'est passé sur le Nasdaq, sur le SP500 et sur le CAC 40 en termes de ralliement des plus bas. Alors si vous prenez par exemple la crise techno, vous avez ici en vert c'est le Nasdaq, en jaune c'est le CAC et en bleu c'est le SP500. Et comme vous voyez, lors de la crise techno, on a d'abord commis les plus bas sur le Nasdaq et le SP500, vert et bleu, et ce n'est que plusieurs mois plus tard, en mars 2003, qu'on a fait les plus bas sur le CAC 40. Ok, clairement, je le répète, les marchés américains avaient fait leurs plus bas et ont remonté, et ce n'est qu'après que le CAC 40 a fait les plus bas. Une crise plus tard, à savoir pour la crise des subprimes et des dettes souveraines, c'est pareil, le Nasdaq était en avance, novembre 2008, et ce n'est que des mois après que le SP500 et le CAC 40 ont fait le plus bas. Les valeurs n'ont pas d'importance, c'est des variations relatives, on regarde simplement quand on a fait le plus bas. Donc plusieurs mois plus tard, le SP500 et le CAC 40 ont fait le plus bas. Puis on passe à la crise Covid. Ok, on va passer d'abord à celle du commerce international. Commerce international, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Trump est parti en guerre commerciale contre la Chine avec des mesures protectionnistes, etc. Là, changement de paradigme, synchronicité parfaite, puisque le Nasdaq, le SP500 et le CAC 40 ont fait leur plus bas exactement le même mois, la même semaine. Et le même jour, c'était en décembre 2018. Ensuite, on n'est pas allé plus bas. Et on termine avec, pareil, la crise Covid, la synchronicité est à l'œuvre. Vous avez mars 2020 qui a été le plus bas atteint pour le SP500, le CAC 40 et le Nasdaq 100. Alors du coup, qu'est-ce que vous en faites de ça? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que pour savoir si on a fait les plus bas sur le CAC 40, il faut regarder du côté des États-Unis, du SP500 et en particulier du Nasdaq. Si vous pensez que le Nasdaq a fait ses plus bas, eh bien il est envisageable effectivement que le CAC 40 ait fait ses plus bas également. Si vous pensez pour une raison ou une autre que le Nasdaq et le SP500 n'ont pas fait les plus bas parce que par exemple, je ne sais pas, plein de raisons différentes, eh bien parce que les mastodontes n'ont pas suffisamment souffert ou parce que la baisse des revenus publicitaires avec la récession qui est peut-être au tournant va entraîner que la baisse du Nasdaq et du SP500 va continuer, et bien là, effectivement, vous devez vous dire que non, les Américains n'ont pas fait leur plus bas avec les hausses des taux d'intérêt, etc. Et donc, le CAC 40 n'a pas fait ses plus bas non plus. Bref, c'est une des pistes que je vous propose pour savoir si on a fait les plus bas sur le CAC 40. En tout cas, mon opinion par rapport à ça, si ça vous intéresse de procéder comme ça, je vous invite à regarder le webinaire IG qu'on a réalisé avec Alexandre Baradez. Je vais mettre le lien par transparence à la fin de cette vidéo. Et vous allez voir que c'est très intéressant de procéder comme ça. Ça vous donne quand même un petit avantage. Et je vous dirai effectivement ce que moi je pense de la situation. Mais en tout cas, gardez ça sur vos tablettes. Je vous rappelle également que si vous voulez faire la même chose que moi, vous cliquez sur le bouton droit.
vous appuyez sur comparer à valeur, et une fois que vous comparez à valeur ici, vous choisissez la valeur à laquelle vous voulez comparer, ou les deux valeurs à laquelle vous voulez comparer, et que ça vous donnera le même type de graphique que moi. Si vous n'avez pas PRT, c'est facile, hein. Vous avez un lien en dessous de la vidéo également pour l'obtenir gratuitement. Bref, je vais rapidement maintenant parce que du coup, hein, l'accent pédagogique est clairement mis dans cette vidéo. La moyenne mobile à 7 jours, elle est oscillante, donc la tendance immédiate, elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, la tendance générale est baissière. Attention, on n'a pas invalidé du tout les effets potentiellement néfastes du non-croisement baissier ici. On a déjà testé. Retrouvez les vidéos précédentes ou reportez-vous aux exercices corrigés du pack Total Trado si vous vous en souvenez plus. On a également la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours descendante. Au niveau des indicateurs techniques, un seul truc que j'ai remarqué pour vous, c'est au niveau du stochastique. Le même stochastique qui avait donné son signal ici, qui n'avait pas été pris par beaucoup et qui l'ont regretté après. Donc le stochastique délivre un nouveau signal aussi après avoir délivré un signal baissier. L'Ishimoku, rien de neuf non plus, hein, puisque vous avez toujours ce régime de latéralisation du nuage. Donc ça veut dire que globalement c'est neutre, quoi, mais avec un ballottage favorable au baissier puisqu'on est quand même en dessous du nuage et que la lagging span est en dessous du nuage et en dessous des prix. Et ce qui nous amène au trade du jour, comme d'habitude. Les trades du jour, toujours la même chose. Si vous êtes haussier, n'oubliez pas que vous avez, comme je l'ai dit, hein, des tests qui ont été faits qui vous ont mis dans des situations encore plus favorables. Hein. Alors que ce soit le test du stochastique, mais ça je ne l'ai pas testé avec vous. Par contre, j'ai testé avec vous le SAR récemment et vous voyez, on est toujours en ligne pour aller chercher plus haut en clôture que 6443 avec un stop de protection sur le SAR. Vous avez un ratio gain-risque qui est potable, hein. Enfin c'était plus potable en début de séance que maintenant, mais enfin en fin de séance, en milieu de séance que maintenant, mais voilà, objectif 2,38, stop de protection 2,28, avec un SAR qui monte, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, et pour ceux qui sont à la baisse, souvenez-vous, c'est cette zone qui m'intéresse, hein, à savoir un retour sur la zone grise, avant c'est pas la peine. Matrice du jour, mise à jour pour ceux qui veulent trader en intraday sur les unités très courtes, 30 minutes, hein. Bon, pas grand chose à dire, hein, c'est toujours les mêmes zones qui nous intéressent, hein. Entre temps sur le CAC 40, j'agis pas, enfin si, j'agis, mais pas sur ce format que je partage avec vous. Zone baissière, résistance 30, résistance 64,55, zone de support 61,96, zone de trading à la baisse, donc un retour sur cette zone, ou alors une cassure du support 61,96, 62,05, tous les détails sur la matrice de trading que vous retrouvez sur mon site. Voilà, je répète. L'analyse technique de l'or vous attend si vous voulez profiter notamment de la couverture contre l'inflation, c'est également sur mon site. Le trading comparé au Nasdaq et au SP500, c'est dans le webinaire IG, et les matrices de trading sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.